Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des données. Puisque nous parlons de diagnostic urbain, ce diagnostic va faire l'état de santé de la ville. Et donc, il faudra un certain nombre de données, un certain nombre d'indicateurs qui devraient nous permettre de comprendre cet état. Alors, de quel type de données devrait-on avoir besoin? Il y a plusieurs types de données qu'on pourrait dire classiques. C'est notamment les recensements. Alors souvent, quand on commence un travail de diagnostic sur les villes, on va commencer par le recensement général de la population. Premier problème, c'est que souvent ce recensement n'est pas à jour. On a vu dans des villes des travaux avec des recensements qui dataient d'une vingtaine d'années. Imaginez une ville avec 3 ou 4% de croissance annuelle pendant 20 ans. Si je suis à 2,5 ou à 4,5, ce sont des centaines de milliers de personnes. Et donc, on n'est absolument pas sûr, et c'est absolument pas fiable, et on ne sait pas dans quelles conditions les données ont été produites. Bref, tout ça pour dire qu'il faut être extrêmement prudent avec les données. J'ai une donnée de recensement, a-t-elle été correctement produite? C'est pas encore sûr. Les chiffres sont-ils fiables et validés? C'est pas sûr. Mais partons du principe qu'ils le soient. On aura une photographie au temps du recensement. Les chiffres vont sortir en principe une année après. Donc déjà, l'année suivante, on est déjà dans des estimations. On va faire des tendances. Et puis plus je vais m'éloigner du moment du recensement, plus cette tendance va être un petit peu aléatoire. Pourquoi? Parce que je vais de moins en moins facilement maîtriser les projections. Et plus j'ai un dynamisme démographique, et plus ce sera compliqué de maîtriser. Dans les territoires où il ne se passe pas grand-chose et où l'encéphalogramme est quasiment plat, donc la courbe de population augmente quasiment pas, les projections à long terme sont plus faciles. Dans des territoires où il y a une forte pression démographique, c'est beaucoup plus compliqué car un tout petit changement de cette pression et c'est des milliers de gens en plus ou en moins. Sur 10 millions d'habitants, finalement 500 000 en plus ou en moins, c'est pas très grave. Mais c'est sur le principe de dire si je m'appuie sur des chiffres, il faut qu'ils soient fiables. Autrement, je m'appuie sur des tendances et là, ça laisse un peu plus de marge de manœuvre. Donc, je reviens à mes données. Souvent, c'est cette donnée-là, le recensement, qui est le principal. La donnée démographique. Deuxième donnée, c'est la donnée spatiale. C'est la cartographie. C'est le tissu urbain. Alors aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des images satellites extrêmement fiables, extrêmement précises, avec une résolution parfois de quelques dizaines de centimètres. On a maintenant régulièrement des images qui sont 1 pixel, c'est 30 centimètres en général. Vous pouvez avoir un pixel 1 mètre, vous pouvez avoir un pixel 10 mètres. Ça dépend, cette granulométrie dépend de l'utilisation que vous allez faire. Ça ne sert à rien d'avoir à 30 centimètres si on prend juste la grande couverture du sol et que finalement le petit détail importe peu. Il faut savoir qu'à 30 centimètres, vous voyez les voitures et vous pouvez compter les voitures dans la rue. Donc on a ces images satellites, les données de la population. L'enjeu est de faire le lien entre ces données. Données sectorielles comme ça sont bien, mais si on n'arrive pas à les croiser, ça ne sert pas à grand-chose dans un diagnostic urbain. Ensuite, vous trouverez une foultitude de renseignements, de données, des lignes de bus, des quantités de moutons tués à l'abattoir de la ville, un nombre de morts annuels pour le cimetière. Donc on a une foultitude de données qui existent comme ça et qui sont plus ou moins utiles. Acquérir des données, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on va en faire après. Si c'est juste une collection de données pour collectionner, pour dire on a tout regardé, en soi c'est bien,
C'est un peu encyclopédique comme manière de faire, mais ça ne sert strictement à rien pour la planification qui viendra par la suite. Ça ne sert à rien pour la compréhension des mécanismes si ensuite ça ne se transforme pas en quelque chose d'autre. Et ça, c'est le grand travers qu'on a dans la plupart des données. Maintenant, il existe une nouvelle catégorie de données, qui sont les données digitales, numériques, les traces, qui sont par exemple les données de la téléphonie mobile, qui seraient les données que fournissent des GPS sur des mototaxis, comme on l'a fait dans plusieurs de nos recherches. Toutes ces données nous donnent des indications sur l'usage même que l'on fait de la ville. Sauf que pour les analyser, on a besoin de compétences très spécifiques parce que une trace de téléphonie mobile, en soi, ne nous explique pas grand-chose. Donc il faut être capable ensuite de décomposer, et notamment tous les trajets, pour pouvoir faire quelque chose de ces traces de téléphonie. Donc pour un diagnostic, on a besoin de données. Il existe une foultitude de données, des plus récentes images satellites, des plus récentes traces de la téléphonie mobile, au plus classique recensement de la population. Toutes ces données-là sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour avoir une compréhension des villes, du fonctionnement des villes et pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Elles sont extrêmement nécessaires pour planifier. Maintenant, le travers que les urbanistes ont, c'est qu'ils aiment collecter des données sans savoir ce qu'on va en faire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la donnée, si on ne connaît pas son utilité, il ne sert à rien de la collecter. Alors, comment les obtenir? Comment les obtenir? Ça dépend lesquels. Il y a des offices de la statistique, il y a des ministères, il y a le plan, il y a un certain nombre de structures étatiques. Ça, c'est la première chose. Mais ces données-là sont en principe pas libres. Donc, il faut être introduit, il faut que le client vous introduise auprès des ministères pour que vous puissiez obtenir les données ou auprès des villes. Ça, c'est les données qui ne sont pas libres. On a toutes les données maintenant qui sont libres, open, et qui sont notamment toutes les images satellites Sentinelle que l'on peut aller librement utiliser sur Internet. Il y a toute une série de données qui de plus en plus sont totalement libres. On prend l'exemple notamment d'OpenStreetMap, qui est une cartographie libre, donc vous pouvez l'utiliser et vous pouvez contribuer aussi. Et c'est finalement la communauté des gens qui sont intéressés par ces questions-là, qui donnent leur trace GPS, qui font les relevés, qui disent qu'à tel endroit il y a une mosquée, à tel endroit une église, à tel endroit le palais des sports, et ces gens relèvent et ensuite mettent à disposition de la communauté les données. Donc vous aurez de l'open et vous aurez du non-open ou du fermé. Traditionnellement, les données open n'existaient pas. On était sur des données, et c'est pour ça qu'on a du mal à obtenir un certain nombre de données, parce que les gens étaient très fiers ou ne voulaient pas libérer comme ça la donnée, puisque celui qui a la donnée est celui qui est riche de cette donnée. Aujourd'hui, on a une inversion totale. Aujourd'hui, l'homme riche est celui qui donne gratuitement ses données. Le business model se fait ailleurs. Mais on a vraiment un changement de paradigme et donc un changement de génération. Et vous allez trouver dans vos travaux au quotidien les deux qui se confrontent un peu et qui s'affrontent encore. Sachez qu'aujourd'hui, celui qui ne veut pas vous donner le plan de la ville, parce qu'il l'a jalousement gardé dans son ordinateur, dans ses services techniques de la ville, eh bien, vous avez à peu près tout en libre accès. Donc lui vient de perdre toute la valeur de sa cartographie, puisqu'on peut la refaire différemment. Et il y a des choses comme ça qui accélèrent. Il y a toutes les données en libre accès, de plus en plus importantes, qui bouleversent totalement les rapports de force entre ceux qui traditionnellement obtenaient ou avaient les données et les autres. On peut même faire avec de l'image satellite
du suivi d'urbanisation. Et donc, vous ne pouvez plus dire « Ah, non, non, personne ne s'est implanté. » Si, on sait quand les gens se sont implantés, on a les images satellites régulières, et donc on peut savoir comme ça qu'à telle date, telle maison s'est implantée. Et on a l'ensemble du suivi de l'urbanisation d'une ville. Et on n'est plus obligé de passer par les permis ou par les domaines ou par les instances traditionnelles pour savoir qu'il y a 5 nouveaux arrivants. On arrive aujourd'hui avec l'image satellite à déterminer les migrations. On arrive à quantifier l'augmentation des camps de réfugiés. On arrive à quantifier les mouvements de population avec des images satellites extrêmement précises. Et donc ça, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que cette donnée, pour la plupart, elle est relativement libre, ou moyennant un abonnement à un provider qui fournit des images satellites. Mais elle ne passe plus par le contrôle de l'institution publique qui est derrière. Et ça, c'est la grande nouveauté.